Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Zoom Sur consacré aujourd'hui à un événement majeur pour l'avenir énergétique en Mauritanie. En effet, ce jour marque une étape décisive avec la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une centrale de 60 mégawatts dual fuel gaz à Nouakchott sous la présidence de son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Ce projet stratégique s'inscrit pleinement dans les ambitions du gouvernement en matière d'accès universel à l'électricité, de sécurisation de l'approvisionnement énergétique et de promotion d'un développement durable. Mais au cœur de cette réalisation d'envergure, le groupe Somelec joue un rôle clé en tant qu'acteur principal de la mise en œuvre technique du suivi opérationnel et futur garant de l'exploitation optimale de cette infrastructure. Avec une capacité de production de 60 MW, cette centrale moderne fonctionnant au gaz et au fioul dépasse le simple cadre d'une infrastructure énergétique. Elle symbolise l'engagement de la Mauritanie à travers la Somelec à relever les défis liés à la croissance rapide de la demande en électricité, à améliorer la qualité des services et à accompagner le développement économique et social. Durant cette émission, nous mettrons en lumière les enjeux, les spécificités techniques ainsi que les perspectives qu'offre cette centrale. Nous reviendrons sur l'implication stratégique du groupe Somelec, moteur de ce projet, et répondrons aux questions, entre autres, aux questions suivantes. Quels bénéfices concrets pour les citoyens? Comment cette infrastructure va-t-elle transformer durablement le paysage énergétique national? Quelles garanties sont prévues en matière de gestion environnementale, de durabilité et d'innovation technique? C'est entre autres questions auxquelles nous allons essayer d'apporter des réponses. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons ce soir M. Dahan Talib Azman, conseiller spécial chargé de la communication et des relations extérieures au groupe Somelec. Bonsoir. Bonsoir. Nous recevons également M. Ali Haoub, conseiller spécial chargé des stratégies de production au groupe Somelec. Bonsoir. Bonsoir. En tant qu'acteur, ma première question s'adresse à vous. En tant qu'acteur technique de la Somelec, comment percevez-vous le rôle stratégique de cette centrale de 60 MW dans le renforcement du réseau national? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci beaucoup. Donc, pour répondre à votre question, le rôle, je dirais que cette centrale jouera un double rôle dans l'infrastructure énergétique de la Mauritanie. Sur le réseau de la Somelec, il jouera un rôle de couverture supplémentaire des besoins qui nécessite d'augmenter. Et le deuxième rôle, c'est de renforcer la stabilité du réseau et de rendre plus conséquent et plus lourd le parc de production de la Somelec, et par conséquent, il sera plus stable et plus fiable. Monsieur Dahan, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à cette première question? Non, pas particulièrement. Donc, je voudrais d'abord vous remercier de nous avoir offert cette occasion. Et nous sommes ce soir heureux d'être avec vous, d'autant plus que nous ne sommes pas là pour expliquer un blackout ou des perturbations comme on en a l'habitude. Là, au contraire, on est heureux de parler d'une nouvelle infrastructure très importante dont la première pierre a été posée aujourd'hui et qui doit s'achever dans 15 mois. C'est un délai record que la Somelec a pu obtenir auprès de l'entreprise de travaux, puisqu'on a besoin de cette puissance à cette date précise pour répondre à la demande qui évolue annuellement au niveau national et au niveau de Nouakchott d'un taux très élevé de 10% par an. Donc cette centrale, ce projet vient à point nommé pour répondre à cette demande. En attendant que d'autres ouvrages encore plus importants soient mis en service. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler au fur et à mesure que vous poserez vos questions. Monsieur Ali, quel défi spécifique en matière d'accès
à l'électricité, ce projet va-t-il permettre de résoudre, selon votre expertise sur le terrain? Voilà, c'est une centrale de 60 MW installée. Ça sera peut-être un peu plus, mais contractuellement, c'est 60 MW. Et pourra développer certainement plus parce que les moteurs qui seront installés, c'est des moteurs qui font réellement 17 MW. Donc, il développera peut-être 70 MW. Et 70 MW par rapport à la puissance installée que nous avons aujourd'hui, c'est un pourcentage important. Donc, elle va certainement participer à hauteur de plus de 20% de la couverture de la ville des besoins de la ville de Nouakchott spécifiquement. Et ça, c'est très important. Donc, elle couvrira le taux d'augmentation naturelle sur 2 ans. En attendant, comme a dit Dahan, que d'autres installations seront finies pour compléter. C'est une centrale dual fuel gaz, c'est-à-dire que c'est des moteurs qui sont dual sortie usine, c'est-à-dire qu'elles sont prêtes à fonctionner avec les 3 combustibles connus, le diesel qu'on connaît, le fuel lourd et le gaz naturel. Donc, à la sortie usine, ces moteurs sont capables de fonctionner avec l'un de ces combustibles, lequel est disponible, ils fonctionnent avec. Bien sûr, ils sont plus performants que les autres moteurs classiques standards. Ils sont naturellement plus chers et plus modernes. C'est le dernier cri de la production des moteurs de production d'électricité qui est sur le marché aujourd'hui. C'est un grand constructeur connu, leader mondial. Et donc, certainement, comme j'avais déjà dit, elles renforceront la stabilité, le poids de notre parc et participeront à améliorer aussi les performances parce que c'est des moteurs qui sont très performants. Ils sont plus performants que les moteurs que nous avons aujourd'hui en termes de consommation. Et donc, le défi, surtout le défi de couverture, sera rassuré pendant 2 ans. Pendant 2 ans, l'augmentation annuelle pendant 2 ans, elle est couverte, c'est sûr. Et donc, c'est ça. Monsieur Dahan, en attendant l'arrivée d'autres infrastructures, comment cette infrastructure va-t-elle transformer durablement le paysage énergétique national? Bon, disons que ça va être, comme on vient de l'expliquer, un appoint qui va venir au moment où il le faut. C'est-à-dire que la stratégie prévoit de mettre en service les infrastructures nécessaires pour assurer la continuité du service. Il faudrait dire qu'aujourd'hui, on n'a pas un déficit de production. Aujourd'hui, on n'a pas un déficit de production. Les perturbations qui peuvent avoir lieu ne sont pas causées par la production. C'est des problèmes de distribution, essentiellement. Donc, c'est en prévision de la hausse de la demande, l'augmentation de la demande, que ce projet vient d'être démarré et qui va s'achever au moment juste où on aura besoin de ça. Sinon, on serait trop serré ou dans le déficit de production. C'est pour cela que l'Assemblée a exigé et obtenu ces délais records de 15 mois. Mais comment cette nouvelle capacité va-t-elle contribuer à stabiliser la distribution et réduire les coupures et fluctuations constatées parfois? C'est différent. Vous savez, un système électrique, il a plusieurs composantes indépendantes les unes des autres. Vous avez d'un côté la production, c'est-à-dire les centrales électriques qui produisent des électrons, et vous avez un côté des lignes haute tension qui transportent l'énergie vers les lieux où il y a la consommation, et vous avez d'autre part un réseau basse tension pour la distribution. Donc chacun de ces segments du système a un rôle indépendant de l'autre. Les perturbations qui ont lieu souvent, c'est à cause, surtout essentiellement, de la distribution. Et la distribution fait l'objet actuellement d'un plan d'urgence extrêmement important, lui aussi, sur une année qui a déjà démarré en Nouakchott, qui va
diminuer de façon drastique le nombre de coupures et la durée. Le nombre et la durée des coupures qui auront lieu grâce à l'injection de 40 postes de transformation que vous voyez dans les quartiers et 150 km de réseau basse tension. Et donc c'est un autre volet. C'est un autre volet. La distribution, c'est un autre volet qui lui aussi n'est pas oublié. Et la gestion environnementale et de durabilité, c'est-à-dire est-ce qu'il a été pris en compte? Bon, l'environnement, l'impact environnemental, dans tous les projets, il y a un impact environnemental, une étude d'impact environnemental qui est faite et il faut qu'elle soit positive, sinon aucun projet de ce type ne peut être engagé. Donc voilà, ce qu'il faut pour compléter ce qu'a dit Ali, donc la technologie DIAL qui a été choisie, ce n'est pas par hasard. Vous pouvez le deviner aisément parce que nous devenons producteurs de gaz naturel. Et donc, c'est en prévision de l'exploitation future de ce gaz que cette centrale, cette unité de production a la technologie nécessaire pour tourner au gaz sans modification des moteurs. Et c'est aussi pour cette raison que la nouvelle centrale a été construite à côté de l'autre. Comme ça, les gazoducs ne vont pas être doublés. On ne va pas faire un double emploi. Il y aura le même gazoduc pour les deux centrales qui sont côte à côte. Et aussi, il y a un autre avantage, c'est que cette nouvelle centrale va pouvoir débiter sur les postes de transformation haute tension existants. À travers une extension du poste. Monsieur Ali, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. En ce qui concerne, je compléterai peut-être la notion stabilité, la stabilité du réseau. J'ai fait allusion à ça au début. Je dis que quand on augmente la production, réellement, on améliore le statisme du réseau et donc on rend le réseau plus stable. Comme vous savez, nous sommes interconnectés avec l'OMVS. On le sera très prochainement peut-être avec le Maroc. Et donc, aujourd'hui, moi je me rappelle des temps où on déclenchait un blackout 3 fois par jour. Parce que le réseau mauritanien est très léger, il est au bout de la ligne et il est très vulnérable. Aujourd'hui, quand il y a un blackout, vraiment c'est une grande catastrophe chez nous et c'est devenu très rare. C'est très rare les blackouts chez nous, c'est à cause de ça, c'est parce que notre réseau est devenu un réseau important. Donc le centre de gravité des réseaux interconnectés est en train de migrer lentement vers nous. Donc on sera peut-être bientôt maître de stabilité en termes de fréquence et en termes de tension. Et donc cette centrale participera à ça. Et deuxièmement, elle donnera plus de chances, elle favorisera aussi l'acquisition des énergies renouvelables. Comme vous savez, les énergies renouvelables, c'est de l'intermittent en grande partie, et l'intermittence, elle dépend du conventionnel. Donc, c'est un pourcentage du conventionnel disponible évacué sur les réseaux. Donc, plus on a du conventionnel, plus on peut prendre des renouvelables sans perturber les réseaux, avec les mêmes caractéristiques de stabilité et de performance des réseaux. Monsieur Ali, vous avez un peu parlé de l'aspect technique. Vous l'avez un peu frôlé. Maintenant, pouvez-vous détailler d'un point de vue technique le fonctionnement de cette centrale, ce que vous venez, en fait, de façon plus claire et plus complète, notamment cette flexibilité que... Voilà, ces moteurs, c'est des moteurs, on dit c'est des moteurs DIAL. C'est-à-dire bicombustible. C'est-à-dire que c'est un moteur qui est capable, j'ai dit, à sortie usine, parce que tout moteur diesel, il est transformable en n'importe quel combustible que vous voulez, mais avec des modifications à apporter. Ces moteurs-là, ils n'ont pas besoin de modifications. Ils sont DIAL sortie usine. C'est-à-dire qu'à la sortie de l'usine, il est prêt à fonctionner avec l'un de ces 3 combustibles que vous choisissez. Mais quand il fonctionne avec ce combustible, il fonctionne avec ce combustible, ou bien avec le diesel, ou bien avec le fuel, ou bien avec le gaz, mais on ne peut pas les mélanger. J'ai vu quelque part dans la presse Hejin en arabe, hybride, c'est pas ça, c'est pas hybride, c'est pas Hejin, c'est dual.
C'est dial. Et donc, en arabe, c'est Mousdawaj. Donc, pour faire la différence entre hybride et dial. Dial, c'est un moteur qui va fonctionner avec un seul combustible que vous choisissez. Mais l'hybride, lui, il fonctionne en même temps avec les deux. Donc, c'est des moteurs dial. Et la flexibilité, elle est purement et simplement économique. Elle offre plus d'opportunités économiquement. Si vous avez le gasoil qui est le plus cher, et il faut dire que ces moteurs ne sont pas conçus pour tourner au gasoil parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise au gasoil, ils se sentent à l'aise plutôt au fioul ou au gaz parce qu'ils sont conçus pour ça. Ils sont plus performants, ils sont plus stables quand ils tournent avec ces combustibles. Le gasoil, c'est un mode de fonctionnement vraiment de secours. C'est-à-dire que quand il n'y a pas que ça, ou bien quand on va arrêter le moteur ou quand on va le redémarrer. Mais les combustibles principaux, c'est ça, c'est le fioul lourd ou bien le gaz. Donc cette flexibilité, comme j'ai dit, c'est purement et simplement économique. Et nous, dans la perspective, comme Dahan a si bien dit, dans la perspective du gaz mauritanien, on s'acquiert des moteurs dial pour permettre cette centrale. On peut la permettre aujourd'hui. Elle est prête à fonctionner avec le gaz. Si on a le gaz aujourd'hui, on est au gaz et on est plus économique. C'est plus économique que le gasoil, bien sûr. Aujourd'hui, on tourne au fioul lourd. Et c'est le cas aussi de la 180 dial. C'est le cas de la 180. Il est aussi, c'est les mêmes moteurs. Ils sont aussi dial sortis usine. D'accord. Monsieur Dahan, revenons un peu. Quel bénéfice concret pour les citoyens? Alors, le bénéfice concret pour les citoyens, on ne peut pas le compter, le bénéfice de l'énergie, la disponibilité de l'énergie. Vous pouvez énumérer énormément d'avantages, vous n'en finirez pas ce soir. C'est bien connu, inutile de s'y atteler davantage. Mais, comme il l'a dit, ça va participer à la stabilité du réseau et aussi à la couverture des besoins. Parce que sans cette centrale, on risque d'être déficitaire dès l'année prochaine ou l'année suivante. Donc c'est pour cela que c'est ça le rôle principal de cette centrale. D'accord. Comment anticipez-vous l'intégration de cette centrale au réseau électrique national, c'est-à-dire le dispatching, l'interconnexion, la gestion des charges? Voilà, cette centrale intégrera les réseaux automatiquement. Donc, sur un réseau interconnecté, on démarre en fonction d'un planning de fonctionnement qui est prédéfini par les exploitants du réseau ensemble. Et la Mauritanie participera avec la production qu'elle doit produire, bien sûr avec Centrale. Ça ne pose aucun problème. Comme je l'ai dit, au contraire, ça améliorera, ça va augmenter les chances, nos chances de pouvoir remédier rapidement, ou répondre rapidement à un besoin spontané qui n'est pas prévu. Quand j'ai ici 180 mégas en Nouakchott et qu'il y ait un problème quelque part au Mali, au Sénégal ou même en Mauritanie, une unité de production qui tombe, j'aurai plus de chances avec une grande centrale comme la 240 d'absorber ce déficit rapidement et éviter qu'il y ait une mini-fréquence qui entraînera, si elle n'entraîne pas un déclenchement général du réseau, elle entraînera certainement des délestages partiels parce que sur le réseau, il y a des délestages automatiques en fonction de la fréquence du réseau. Donc, toute chute de fréquence sur le réseau interconnecté de l'OMVS entraîne un délestage quelque part. Le projet lui-même prévoit son intégration au système électrique. Et la centrale va évacuer sur 2 départs, un de haute tension de 125 kV et un autre de 33 kV. L'évacuation sur la moyenne tension est destinée à la ville de Nouakchott. Avec combien de départs? 5 départs. 5 départs pour alimenter directement la ville de Nouakchott et un départ sur la haute tension pour le transport éventuellement. Vous savez, un système interconnecté est solidaire. Vous avez un réseau haute tension et vous avez des outils de production qui injectent sur les réseaux et les électrons s'entremêlent et vous êtes en Nouakchott, vous ne savez pas d'où vient l'électricité. Il est solidaire. Donc l'outil de production va s'intégrer automatiquement au système.
Et qu'en est-il pour le solaire et l'éolien pour optimiser le mix énergétique? Oui, bah, ça c'est une autre paire de manches. Déjà, comme il vous l'a expliqué, vous savez, les énergies renouvelables sont intermittentes. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui commandez ça. Si c'est l'éolien, c'est le vent. Si c'est le soleil, c'est le soleil. Donc, vous ne commandez pas ça. Donc, une centrale de 100 mégas éolien peut vous donner 80 mégas à un moment donné. 5 minutes plus tard, elle peut vous descendre jusqu'à 5 mégas. Donc, il y a un gap à rattraper. Cette centrale va participer à cette stabilité-là, c'est-à-dire le gap qu'il y a pour combler les intermittences des énergies renouvelables. C'est un peu ça le lien entre cette centrale et les énergies renouvelables. Bon, il y a tout un programme concernant les énergies renouvelables, leur introduction massive dans le système électrique mauritanien pour améliorer, diversifier le mix énergétique national. Il y a beaucoup d'autres projets qui vont introduire davantage l'énergie éolienne et l'énergie solaire, puisqu'on en a des gisements extrêmement importants dans ce pays. Mais il y avait deux contraintes à ça. La première, c'est une contrainte d'investissement, parce que ça coûtait très cher à l'investissement. Et cette contrainte a été dépassée. Maintenant, le coût d'un méga solaire, éolien et thermique à peu près s'équivalent, sinon moins cher, parfois moins cher. Et la tendance vers la réduction des coûts d'investissement. Donc cet handicap-là est dépassé. Mais il reste le deuxième handicap dont on parlait tantôt, c'est l'intermittence de ces énergies. Donc cette intermittence doit être comblée par une réserve froide, disons, réserve chaude plutôt, c'est-à-dire des moyens thermiques capables d'absorber ces intermittences à tout moment. Donc il faut avoir un parc thermique prêt ou des interconnexions avec les pays voisins. Et déjà, on est interconnecté avec le système sénégalais. Et ça joue déjà un rôle très important dans la stabilité de notre système. Et on compte faire une autre interconnexion avec le système malien, grâce à la ligne haute tension qui va relier Nouakchott à Nema, avec une dérivation vers Ayoun et la ville malienne, c'est quoi C'est qui est à côté d'Ayoun. Voilà. Donc on va être interconnecté là-bas avec le système malien et on compte aussi s'interconnecter avec les réseaux du nord du pays, les voisins du nord du pays. Et donc ça va participer, tout ça ensemble va nous aider à développer les énergies renouvelables en Mauritanie. Ce qui est de l'intégration, peut-être la flexibilité de l'intégration, les 5 départs qu'il a dit, ces 5 départs en 33 kV qui peuvent prendre chacun une puissance de 20 mégas, vraiment sans problème. Donc, c'est largement suffisant pour évacuer toute la centrale. En plus, il y a le 225, il est couplé au 225 à travers un transformateur de 75 VA qui dépasse déjà la puissance de la centrale, donc elle peut être entièrement évacuée sur le 225. Quand je dis 225, c'est-à-dire vers Ouadhibou ou vers le MVS ou vers le site de Nouakchott. Quand je dis 33, c'est comme il a dit, le réseau de Nouakchott. Donc cette centrale, elle pourra même, troisième possibilité, je peux l'évacuer à travers le poste existant de la centrale. Donc, il y a 3 possibilités d'évacuer la puissance de la centrale. Donc, elle est là, elle va répondre immédiatement à toute variation du réseau, elle est interpellée. Que ce soit sur le 33 ou sur le 225 ou sur le réseau interconnecté. Donc, vraiment, elle va participer sensiblement à la stabilité du réseau. Et quel sera le rôle des ingénieurs et techniciens de la Somelec dans le suivi de l'exécution des travaux aux côtés des entreprises comme le CNEEC et GOPA et Intec? Voilà, je faisais partie de l'équipe qui avait conçu le projet. Je vous dis franchement que c'est les ingénieurs de la Somelec qui ont conçu le projet, qui l'ont préparé, qui ont lancé le DAO, qui ont préparé le DAO, qui ont fait les caractéristiques techniques. L'ingénieur conseil est venu après. Il est venu après pour le suivi essentiellement. Donc, les ingénieurs de la Somelec, ils ont accompagné ce projet depuis le début. Ils l'accompagneront. Il y a une équipe de projet qui est dédiée à ça, une équipe de projet des anciens ingénieurs expérimentés dans les projets et dans l'exploitation qui vont accompagner et l'entreprise d'exécution et l'ingénieur conseil jusqu'à la réception définitive. Et même après, parce qu'il y a
il y a un contrat d'ONM, donc exploitation et maintenance, opération et maintenance de la centrale, par le constructeur sur 2 ans. Donc, lui, il va accompagner encore les exploitants, ceux qui vont conduire les machines, qui vont les entretenir, il va les accompagner encore pendant 2 ans, ou pas les accompagner, il va prendre en charge cette opération et maintenance entièrement, bien sûr, en participation avec les personnels de la Somalek qui, à terme de cette période, il sera capable certainement de continuer à exploiter la centrale. Merci. Monsieur Dahan, quelles mesures techniques de contrôle de qualité seront mises en place pour garantir la conformité aux standards internationaux durant la construction? Ça, c'est déjà prévu dans le dossier d'appel d'offres. Le dossier d'appel d'offres inclut toutes les exigences nécessaires pour garantir un outil performant sur tous les plans et répondant aux standards internationaux exigibles. Maintenant, pouvez-vous nous expliquer... C'est-à-dire que cette entreprise n'aurait pas pu gagner le marché si elle ne répondait pas à ces exigences. Ok. C'était... Vous m'avez un peu marché sur la langue. Oui. Je voulais savoir comment s'est déroulé le processus d'attribution du marché pour la... Ok, vous avez répondu. Non, on n'a pas répondu, ce n'est pas suffisant, il va compléter. Donc le processus c'est un processus de consultation très normal, classique qu'on fait. C'est un DAO, c'est un dossier d'appel d'offres international ouvert. International ouvert. Quand je dis international, c'est tout le monde qui peut y participer, avec des contraintes techniques bien précisées dans le cahier des charges et avec les règles de passation de marché conformément aux règles de passation de marché en vigueur en Mauritanie. C'est le code du marché public en Mauritanie entièrement. Donc, l'entreprise a respecté bien sûr les cahiers de charges, les clauses techniques qui sont dans les DAO, et à respecter aussi, pendant la procédure de passation, le code des marchés publics de la Mauritanie qui prévoit tout ça. C'était un DAO suivant la procédure EPC. EPC, c'est-à-dire clé en main. C'est-à-dire que ce qui est acheté ici, ce qui est demandé, ce qui est obligatoire, le résultat, c'est un produit fini. C'est un produit fini, ce n'est pas une livraison, ce n'est pas une construction de génie civil, ce n'est pas une livraison de moteur, ce n'est pas une construction d'un poste, non, c'est un produit fini, fonctionnel, qui doit être livré clé en main. Donc, et le clé en main, il est connu, c'est une procédure de passation de marché connue en Mauritanie. Est-ce que nous pouvons avoir les détails des critères techniques, financiers et environnementaux? Ou bien... Oui, les critères, c'est-à-dire que le clé en main, c'est quoi? Le clé en main, je vais vous détailler peut-être la procédure clé en main. La procédure clé en main en termes de passation de marché, c'est quoi? J'ai dit ce que je veux. J'ai décrit un peu sommairement ce que je veux. Je veux une centrale de 60 mégas composée de groupes de puissance unitaire tel, avec un transformateur tel, avec une interconnexion avec telle infrastructure. J'ai décrit un peu sommairement ce que je veux. Je ne fais pas de DQE. Je lance. Bien sûr, je mets toutes les clauses. Vous avez demandé les normes internationales. Je mets les normes que je veux qu'elles soient respectées. Je lance, je reçois des offres. J'évalue en fonction du moins 10 ans et conforme. Et quand j'adjuge, il me fait la conception. C'est un peu différent des projets travaux. Parce que les travaux, c'est différent. Les travaux, j'ai fait un DQE, je détaille, moi j'ai fait l'étude, et lui, il respecte. Alors qu'ici, c'est à lui de faire les études. Il va faire les études, il va me les soumettre, je les approuve, et il continue et il commence l'exécution. C'est ça la procédure. C'est un peu, disons que cette exigence de qualité est à 3 phases. La première, c'est au niveau de DAO, qui est déjà bien détaillé sur cette question-là. La deuxième, c'est le suivi d'exécution, et un bureau d'études spécialisé a été engagé pour ça.
Donc il faut qu'ils respectent le DAO. Et le troisième, c'est au niveau de l'exploitation, parce qu'il y aura un contrat OM, c'est-à-dire exploitation et maintenance, que l'entreprise qui a exécuté les travaux va assurer pendant 2 années. Donc on a des garanties à 3 niveaux que les normes techniques vont être respectées. Et quelles sont les principales contraintes techniques identifiées qui pourraient impacter le respect du délai de 15 mois et comment comptez-vous les surmonter? Bon, ça c'est une question à laquelle l'entreprise doit pouvoir répondre. En tout cas, l'entreprise s'est engagée à respecter ces délais et de toute façon, il n'y aura aucun retard imputable à la Mauritanie. Aucun retard imputable à la Mauritanie. Et nous espérons que l'entreprise va pouvoir respecter ces délais. D'accord. Elle prend les dispositions, excusez-moi, elle prend les dispositions avant de répondre. Parce que si elle ne peut pas réaliser ça dans 15 mois, elle va le dire. Donc elle n'acceptera jamais de signer pour 15 mois si elle ne peut pas. Et nous, on s'assure derrière qu'elle est capable de réaliser ça. On sait que c'est un défi, c'est un peu, comme il a dit, on a besoin de ça à cette date, on a besoin de cette centrale à la date de 15 mois, donc on doit l'avoir. C'est lui qui peut le faire. Il n'a qu'à se soumettre, celui qui ne peut pas le faire, il ne va pas se soumettre. Ils savent d'avance qu'il y aura des intérêts moratoires qui leur sont opposables en cas de retard. Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je voulais savoir. Il y a des prédispositions à prendre. En général, dans ce genre de centrales, de projets, les délais, c'est les délais de fabrication, les délais de mise à disposition des groupes. Ces groupes-là, ils ne sont pas stockés. Bien sûr, ils sont fabriqués à la commande. C'est des grandes machines qui coûtent cher et qui sont très lourds, donc ils ne sont jamais stockés. Mais on peut accélérer la fabrication, accélérer le mode de fabrication pour pouvoir respecter les délais. Il y a le moteur essentiellement, il y a le transformateur. Tout le reste, ce n'est pas important parce que c'est masqué. C'est masqué. Le génie civil et tout ça, c'est masqué par les délais de fabrication du moteur. Mais dans ce cas spécifiquement, on a eu les confirmations qu'ils ont eu la possibilité d'avoir ces moteurs avec un délai très court et un délai qui leur permettra de respecter leur délai. Et quelles sont les étapes clés des tests avant la mise en service définitive de la centrale? Voilà, les étapes, c'est les étapes connues dans les projets de centrale, dans les constructions de centrales. Il y a ce qu'on appelle les tests en usine. Les tests en usine, les moteurs, lorsqu'ils sont fabriqués, ils sont testés en banc d'essai à l'usine déjà avant de quitter l'atelier de construction. Ils sont testés là-bas. Testés là-bas, c'est-à-dire qu'on va les mettre dans les mêmes conditions, enfin, on va les mettre dans les conditions de fonctionnement normal, c'est-à-dire on va les charger. On va les charger, on va relever leurs paramètres, on va voir les performances qui ont été déclarées par l'entreprise, est-ce qu'ils sont vrais ou non. Si elles ne sont pas vraies, ils sont déjà à corriger là-bas. Ils sont là-bas chez eux. Et à ces tests-là, le maître d'ouvrage sera présent, c'est la Somalec, et l'ingénieur conseiller aussi est présent, et un organisme reconnu international qui doit être présent pour certifier les valeurs. Après, on achemine les groupes, on les envoie en Mauritanie. Arrivés ici, ils seront montés. Cette fois-ci, ils seront testés dans les conditions du site, pas les conditions ISO. Donc, ils seront testés en charge, en pleine charge, 100%, suivant les conditions du site. Et on va voir aussi, s'ils ne sont pas conformes aux conditions du site, il y a des possibilités de corriger ça. Donc, il y a 2 phases de test. Il y a les tests en usine, qui est un test réel, parce que c'est un banc d'essai qui charge le groupe et qui le met à la charge nominale. Et il y a les tests après l'installation en Mauritanie, après l'achèvement des travaux aussi. Monsieur Tahan, quelles formations ou préparations sont prévues pour les équipes de la Somalec en vue de l'exploitation et de la maintenance de cette centrale? Oui, donc on a dit que l'entreprise va continuer à exploiter et à maintenir la centrale pendant 2 années. 2 années renouvelables naturellement, en cas de besoin. Au cours de cette période, des cadres techniques de la Somalec vont être formés. Ils vont être formés de telle sorte qu'ils puissent assurer la relève après le départ de l'entreprise. Et comment les techniciens de la Somalec seront-ils impliqués dans le suivi du plan
de gestion environnementale et sociale? Oui, bon, ils vont être impliqués dans la gestion tout court, dans l'exploitation tout court de la centrale. C'est comme ça qu'ils vont apprendre, que nos équipes vont apprendre. Ils vont être mêlés à l'exploitation quotidienne. Il y aura un suivi qui permettra de... Déjà, ce n'est pas loin de l'exploitation de la centrale que nous avons déjà, la dial que nous avons déjà. Donc, c'est un domaine que nous connaissons assez bien déjà. Et donc, nos équipes vont pouvoir assurer la relève après ce délai de en termes de formation, il y a un volet formation qui est prévu dans le marché. C'est-à-dire qu'il y aura des agents de la Somalek, un bon nombre d'agents de la Somalek destinés pour l'exploitation de la centrale qui vont partir dans l'usine de fabrication de ces moteurs chez le fabricant qui vont être formés sur ce type de moteur. Tout le processus. Après, il y a la formation sur site qui continuera depuis le début du chantier. Il y aura des gens qui seront là. D'habitude, on forme les équipes pour les centrales au début du chantier et ils accompagneront toute l'installation. Donc il y a deux volets de formation. Il y a le volet de formation théorique qui est chez le constructeur, qui est à l'étranger, chez lui. Et il y a le volet, quand ils reviendront, ils accompagneront aussi le montage de la centrale jusqu'à sa mise en service. Excusez-moi, j'insiste un peu sur les normes environnementales et de sécurité industrielle. Quelles sont ces normes qui seront appliquées au niveau de l'exploitation quotidienne de la centrale? Écoutez, les normes environnementales, elles sont, comme a dit Dahan, il y a des clauses dans tous les marchés que nous faisons qui exigent, qui obligent les entreprises à respecter le code environnemental en vigueur en Mauritanie. Les normes environnementales en vigueur chez nous, ils sont obligés de respecter ça. En ce qui concerne les centrales spécifiquement, tout ce qu'il y a peut-être à voir peut-être plus profondément, c'est la qualité des gaz d'échappement, c'est les affluents, c'est les écoutures des centrales et tout ça. Et ça, il y a des procédures pour ça qui respectent l'environnement. Il y a des systèmes, il y a des systèmes de traitement des déchets, des hydrocarbures dans toutes les centrales. Il y a un système qui permet carrément de détruire les déchets de la centrale. Il y a un incinérateur, il y a un système de séparation des écoutures parce que il y a un système de filtration, de séparation et d'incinération. Ça, c'est dans toutes les centrales que nous avons. Dans la centrale Dial, aujourd'hui, on en a, il est fonctionnel. À Arafat, il y en avait aussi. Ici aussi, il va y avoir ça. En ce qui concerne les gaz d'échappement, les gaz d'échappement respecteront les normes internationales. Il y aura, comme je vous ai dit, un organisme international qui va attester que les gaz d'échappement de ces groupes sont conformes aux normes internationales en vigueur environnementale. Sinon, ils ne sont même pas réceptionnés. Question perspective et vision technique. Excusez-moi, parce que j'ai vu que c'est le conseiller technique. Oui, absolument. Absolument. Selon vous, comment mais cette fois-ci, je vous passe la technicité, comment cette centrale va-t-elle transformer les pratiques de gestion énergétique au sein de la Somalek, notamment en termes de modernisation des outils et des procédures? Bon, disons, transformer, c'est peut-être un terme trop fort, mais disons que c'est déjà acquis. C'est la petite fille de la centrale qui est à côté, disons. On a déjà une centrale de 180 MW dans les mêmes conditions, la même technologie. Et donc, ce n'est pas quelque chose d'étranger à la Somalek déjà. Et il n'y a pas de souci concernant l'environnement et l'exploitation. Tout est prévu, tout a été prévu. Et nous, il n'y a pas de... il y a tolérance zéro par rapport aux exigences techniques et environnementales. D'accord. D'autant plus que, je complète, d'autant plus que, comme on vous a dit, le constructeur lui-même, il exploitera la centrale. Oui, lui-même. Il exploitera la centrale. Il va lui-même exploiter. Il va prendre les agents de la Somalek, ils lui seront transférés sous sa responsabilité. Il va les former, il va exploiter avec eux et d'autres qu'il va amener. Ce sera un OM certainement partagé. Il va exploiter avec ce personnel-là, composé du personnel mis à sa disposition de la Somalek et un personnel que lui, il a amené. Il va exploiter la centrale. Donc, il en sera responsable. Il en sera responsable de tout ça.
et il respectera les normes environnementales. Il n'y a pas de souci sur ce plan. Comme je l'ai dit, il y a des garanties avant, pendant et après. Quand je vous avais posé la question de l'impact de la centrale sur le citoyen, je précise un peu ma question, c'est sur la facture. Je veux dire. Ah oui, ça c'est un bon sujet. Pour nous, le citoyen lambda. Mais bon, réellement, cette centrale ne va pas baisser les coûts de production. Ouais. Ne va pas baisser, ça va être à peu près la même chose que la centrale d'IAL. À côté, les coûts de production du kilowattheure sortie centrale vont être, je parle sous le contrôle d'Ali, vont être à peu près les mêmes. Donc, ce n'est pas une raison de diminuer les tarifs. Mais il y a d'autres raisons en perspective pour diminuer les tarifs. La première, c'est l'introduction massive des énergies renouvelables dont je vous ai parlé. Et la deuxième, c'est le gaz naturel qu'on pourra exploiter et qui provient des gisements de notre pays. Donc ces deux facteurs vont pouvoir diminuer sensiblement les coûts de production de la Somelec, auquel cas elle pourra envisager, et c'est envisagé, de baisser les tarifs. Et quand est-ce que pour la généralisation, ça c'est des questions qui n'étaient pas prévues, mais puisque je vous ai vous, bien sûr. les compteurs à la carte, on constate qu'ils sont disponibles dans certains quartiers et d'autres quartiers non. Oui, il y a eu une expérience pilote, une première expérience pilote d'installation de 15 000 compteurs de ce type. Compteur intelligent, c'est plus que prépaiement, il y a d'autres fonctionnalités. Et donc, comme cette expérience a été concluante, l'État a décidé de généraliser leur utilisation progressivement. Et donc là, on est dans une deuxième étape qui va pouvoir installer 80 000 compteurs de ce type. Et donc, progressivement, ça va être généralisé au niveau de la Mauritanie. On a déjà d'ailleurs des projets, même d'électrification rurale, qui prévoient des compteurs après paiement, au niveau rural. Donc, c'est ça l'orientation générale. Excusez-moi, c'est des questions qui me viennent comme ça et qu'on se pose tous, citoyens. Quelles sont les mesures que la Somelec a prises pour combattre la fraude? Ah oui, c'est aussi un autre sujet extrêmement important. Grand sujet de débat. Grand sujet de débat. C'est vraiment un combat de tous les jours au niveau de la Somelec. Si vous passez dans un centre commercial, vous allez voir le nombre de compteurs arrachés, de câbles arrachés que des équipes de la Somelec arrachent au niveau des points de fraude. Et c'est un combat très dur à mener parce que de plus en plus l'électricité devient une denrée indispensable et donc certains usagers y vont n'importe comment. Et donc la Somelec doit lutter tous les jours pour essayer de mettre un terme à ces pratiques qui sont très mauvaises. Les compteurs intelligents, c'est la première phase. Les compteurs intelligents, c'est le premier point. Les compteurs intelligents s'inscrivent dans ce cadre de lutte contre la fraude parce qu'il y a quelques types de fraude que les compteurs intelligents peuvent juguler. Mais il en restera toujours, c'est un combat qui va continuer. Et donc, nous pensons que si les tarifs baissent, ça va aussi être un autre facteur parce qu'il y a une partie des usagers qui s'adonnent à la fraude uniquement parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour payer leurs factures. Et donc, tout ça va un peu contribuer à pas éradiquer cette pratique parce qu'elle existe partout dans le monde, mais la ramener à des taux acceptables. Merci. L'émission tire à sa fin. M. Ali, si vous avez un dernier mot à adresser aux téléspectateurs. Enfin, mon dernier mot, c'est que moi je suis producteur. Je suis producteur. Je sais que cette centrale apportera une grande amélioration qui va se faire sentir prochainement sur le réseau de la Mauritanie d'une manière générale et de la ville de Nouakchott.
Donc je me félicite et je félicite les citoyens pour ça. C'était vraiment une grande, c'était très courageux, c'est très important. C'est entièrement financé par l'État mauritanien. Il s'agit quand même de, peut-être le dire, c'est 82 millions de dollars. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du oui, coût. c'est 82 millions de dollars que l'État mauritanien a dégailé pour justement sécuriser l'alimentation à l'électricité, comme je dis, pour 2 ans. L'évolution annuelle était à peu près de 10%. Donc c'est quand même une très bonne chose. Là, pour 2 ans, ça m'interpelle. Et après les 2 ans? Après les 2 ans, il y a d'autres infrastructures, comme à Dedihan. Il y a une centrale de 60 mégas qui est en cours, en IPP, en solaire, avec stockage. Il y a une augmentation de la capacité de la centrale éolienne. Il y a 2 centrales à gaz, une de 300 et une de 230 qui sont en cours, dont les négociations peut-être sont très imminentes. Donc d'ici là, certainement, on aura d'autres unités de production plus importantes. Monsieur Dahan, votre dernier mot. Donc je continue sur sa lancée et j'ai dit que la construction de cette centrale s'inscrit dans le cadre d'un vaste programme de développement et de modernisation du système électrique national sur tous ces segments. Il y a des projets au niveau des lignes d'interconnexion à haute tension. Il y en a une qui va relier bientôt Nouakchott à Zouerat en passant par Agjucht et Attar. Il y en a une autre qui va être lancée et qui va relier Nouakchott à Nema avec une interconnexion avec le Mali. Et il y en a une qui est déjà opérationnelle, qui nous relie avec le système sénégalais. Donc ça, c'est le segment transport, haute tension. Et on a d'autres projets d'électrification rurale notamment. On a des projets qui vont dans le sens de la généralisation de l'accès de l'électricité à tous les citoyens à l'horizon 2030. À l'horizon 2030, il y a des projets qui vont dans ce sens à tous les segments, électrification rurale, réseau de distribution, réseau d'interconnexion et production. Nous aurons par exemple les 2 centrales dont annoncées par le ministre, une centrale 300 mégas. Vous savez, par rapport à 60 mégas aujourd'hui, il y aura une centrale 300 mégas au gaz et une centrale de 230 mégas qui va être au gaz à Beninaji, non à l'autre, la ville qui est à côté. Ndiago. Donc, ce n'est qu'une partie du programme qui est très vaste et qu'on peut estimer à 2 milliards de dollars, tout ce programme, c'est-à-dire environ 400 milliards d'anciens Ouguiya. Pas moins que ça. Merci, M. Dahan Taleb Adnan. Je rappelle que vous êtes conseiller spécial chargé de la communication et des relations extérieures au groupe Somelec. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également à M. Ali Haouba, conseiller spécial chargé des stratégies de production. Merci. Merci à vous, chers téléspectateurs. C'est la fin de cette émission. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Au revoir.